Bonjour à tous et merci de participer à cette table ronde. On va parler Big Data, cela ne vous étonne pas. Comment partager la valeur créée par les nouvelles technologies et à qui appartient le Big Data. On voit que dans l'économie, la data prend de plus en plus de place, que ça devient un nouvel or noir. Peut se poser la question de qui tire son épingle du jeu de cette data et est-ce que ça a un impact finalement dans les organisations, dans leurs relations avec leurs fournisseurs, avec leurs clients. Donc pour essayer de faire le tour de cette question, nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui trois participants à cette table ronde. Donc Samantha Jérusalemi de Elaya Partners, Sylvain Gousseau de Bouygues Telecom et Christine Roméville d'Accenture Interactive. Donc j'ai envie de démarrer cette table ronde avec une première question pour vous, Sylvain. Chez Bouygues Telecom, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gagnants dans la bataille du Big Data? Est-ce qu'il y en a qui tirent effectivement leur épingle du jeu ou pas? Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. Le gagnant à la fin c'est le client, quand même il ne faut pas l'oublier. On est là pour avoir des offres qui sont plus performantes pour le client, qui sont mieux ciblées, dans lesquelles la qualité de l'expérience qu'on leur délivre à travers nos offres fixes et mobiles est de meilleure qualité. Alors concrètement, on est un opérateur de télécommunications, ça n'a échappé à personne, et finalement ça nous distingue un petit peu et ça nous range du côté des acteurs digitaux puisqu'on est déjà data-driven et tout notre outil industriel produit de la data. Bouygues Telecom, c'est déjà des clusters qui tiennent 5 pétaoctets de data parce qu'il y a toutes les datas des traces des équipements de réseau, des équipements, des produits que nous avons. Donc finalement, en plus du CRM, c'est vrai qu'on a la capacité à mobiliser énormément de données dans nos systèmes informatiques. Alors on a démarré la donnée, les sujets de la donnée il y a très longtemps, quasiment à l'origine, et puis progressivement on s'est fait à la data science, et le big data est arrivé il y a 3 ans chez Bouygues Telecom. Et aujourd'hui, on a décidé d'accélérer depuis 1 an maintenant. Et effectivement, c'est plus une transformation d'entreprise, donc ça concerne tous les acteurs. Il n'y a pas de... Enfin, moi qui pilote cette transformation, j'ai souhaité que ça ne soit pas que le marketing qui en profite, mais bien la relation client, les ressources humaines, les achats, l'ensemble du réseau. Donc finalement, c'est bien ça qui nous caractérise, c'est que c'est une transformation. Donc on a structuré notre approche avec des data scientists, des data analystes et un pilotage unifié de la transformation afin de donner du sens et de conduire l'ensemble de ces projets. Mais il n'y a volontairement pas de gagnant pour que tout le monde, dans une boîte qui est assez ingénieur, assez data-driven, assez sensible à la donnée, se donne déjà une marge de manœuvre supplémentaire pour mieux développer les revenus, mieux développer et mieux réduire les coûts afin de satisfaire nos clients. Voilà. Et du coup, il y a une organisation spécifique qui s'est mise en place pour justement avoir le même objectif commun où tout le monde est embarqué dans cette transformation? Alors, une transformation, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit sponsorisée par le top management. C'est le cas. On a cette chance-là d'avoir eu une impulsion du PDG de Bouygues Telecom, Olivier Roussat, en septembre 2015, qui nous a fait accélérer. Et donc, on s'est effectivement structuré. Et le Big Data est structuré aujourd'hui autour de pilotes de socle technique, mais aussi d'une équipe dont j'ai la charge, qui s'occupe d'une part de la transformation, mais aussi du delivery des projets de data science, une équipe projet et une équipe de data scientists sur lequel notre présence sur le stand montre qu'on est aussi en plein effort de recrutement et on est complètement ouvert à ces recrutements. C'est aussi l'objet de ce salon. Et voilà, on a déjà un portefeuille de 24 projets en cours. Certains sont déjà industrialisés et pour donner un exemple et vous repasser la parole, le projet flagship que nous avons mis en place en début d'année 2016, c'est des algorithmes plus performants pour lutter contre la fraude, qui est un sujet important chez Bouygues Telecom comme chez beaucoup d'acteurs.
Et donc voilà, ce projet s'est mis en production très rapidement, en fait, dès la fin du premier semestre. Et c'est vrai que c'est valorisant parce que quand vous créez une transformation, il faut un véhicule, des gens, des équipes, mais il faut aussi des preuves parce qu'on est une boîte de projets, d'ingénieurs, donc dans lequel on a envie que ça marche et que ça se voit. Et vous, Christine, justement, est-ce que ce témoignage dont vient de nous faire part Sylvain pour Bouygues Telecom, vous le retrouvez chez vos clients et est-ce qu'il y a d'autres organisations qui se mettent en place pour voir émerger de nouveaux business models ? Effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous voyons classiquement 3 business models aujourd'hui dans le monde du big data que je nommerai de la manière suivante et après je vais vous illustrer un petit peu d'exemples pour mieux les comprendre. Donc le premier business model, je l'appelle le business model de la colonne vertébrale, c'est-à-dire comment l'analytique et le big data va venir impacter l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc pas simplement au niveau de la relation client, mais aussi, comme on l'évoquait, sur l'ensemble de l'organisation. J'appelle ça le modèle colonne vertébrale, comment le big data fait tout changer. Le deuxième business model, je l'appellerais plutôt le modèle managed service en anglais, donc un peu un service externalisé. C'est-à-dire pour des sociétés qui ne sont pas comme Bouygues Telecom, on va dire des experts du big data, des experts de l'analytique et qui n'ont pas cette culture d'entreprise très data-driven comme est Bouygues Tel aujourd'hui, elle a été depuis assez longtemps d'ailleurs. Donc pour ces autres sociétés, on est plutôt dans un modèle de services externalisés où ces industries font appel plutôt à des prestataires externes pour gérer à leur place le sujet du big data. Et après se posera effectivement la question de la propriété intellectuelle, sujet qu'on abordera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Et ensuite, il y a le troisième modèle que j'appelle le modèle Uber, puisqu'en fait, c'est un modèle où on met en place l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des partenaires qui vont contribuer à dégager de la valeur avec les données et l'analytique. Donc je vais étayer ces 3 modèles avec des exemples très concrets qui, je pense, vont vous parler. Le premier que j'évoquais sur la colonne vertébrale, on va prendre l'exemple d'un équipementier industriel dans le domaine de l'aéronautique, un grand équipementier français que vous pourrez peut-être deviner, qui a besoin de faire de la maintenance prédictive sur est-ce que mes avions, mes hélicoptères vont tomber en panne. Donc cette société, classiquement, depuis plusieurs années, se pose cette question et y répond avec de l'analytique et de la data. Mais aujourd'hui, dans le monde du big data, des objets connectés, des drones, des capteurs, les sensors, etc., ils sont capables de capter en temps réel des données sur les avions, sur les hélicoptères, sur les pièces détachées, sur l'ensemble de l'écosystème pour demain améliorer la maintenance prédictive des avions. Donc vous pouvez imaginer l'importance du big data dans cette situation, non seulement capter la donnée au bon moment, mais aussi savoir l'utiliser à des fins industrielles. Je vais vous donner un deuxième exemple autour du managed service. Donc je vais vous donner l'exemple d'un constructeur européen, enfin mondial, dans le domaine de l'automobile, qui en fait, dans le domaine de l'automobile, on va dire l'analytique est moins présent que dans le domaine des télécoms, même si c'est une culture aussi d'ingénieurs et une culture quand même de production. Donc culturellement, ils sont très, très process, mais ils n'ont pas eu l'historique en fait, de l'analytique qu'on peut avoir dans les télécoms. Donc classiquement, un constructeur automobile, aujourd'hui, va utiliser le big data pour pouvoir driver beaucoup plus de consommateurs vers leur site web et donc vers les concessionnaires. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, à peu près 70% de l'acte d'achat d'une voiture se fait par le web, se fait par le digital. Il y a 10 ans, ça se faisait dans la concession avec quelques recommandations, un peu de bouche à oreille. Et maintenant, ça se fait par le digital. Donc, comment capter les données consommateurs lorsque je vais changer de voiture, acheter une voiture, en utilisant le big data. Donc là, on parle de la DNA de chacun d'entre vous. Comment capter les données des clients pour pouvoir les attirer dans le monde du numérique, sur les sites web, sur les réseaux sociaux et par conséquent, aller voir le concessionnaire
pour concrétiser son acte d'achat. Classiquement, ce type de modèle est un modèle que j'appelle managed service, c'est-à-dire ce constructeur automobile va externaliser toute cette dimension big data et analytique pour l'aider à mieux comprendre son consommateur dans le monde du numérique et afin de rapatrier le consommateur dans ses systèmes CRM. Et dernier exemple, j'avais l'exemple de Uber. Donc là, je vais vous parler dans le domaine de l'hôtellerie. On va parler un petit peu du tourisme. Où dans l'hôtellerie, on est aussi dans un modèle, l'hôtellerie, c'est pas non plus les rois du big data, l'analytique historiquement, mais bon, c'est un domaine qui est maintenant incontournable, parce que voyez vous-même, lorsque vous réservez un hôtel, probablement vous allez toujours aller sur des moteurs de recherche, vous allez aller sur le digital, sur le numérique, et donc l'acte d'achat va se faire quasiment 100% maintenant par l'intermédiaire du numérique. Donc cet hôtelier en particulier met en place un écosystème, donc c'est pour ça que j'appelle le modèle de Uber, avec des partenaires, les Expedia, les partenaires de l'hôtellerie, les partenaires du big data, les partenaires de la statistique, les partenaires des CRM, afin de mettre en place tout un écosystème qui va permettre de gérer l'information client du moment où on l'identifie jusqu'au moment où il va réserver une chambre d'hôtel et donc se présenter dans l'hôtel. Et une fois qu'il est dans l'hôtel, on va le garder en tête, puisqu'en fait l'objectif c'est de le fidéliser pour qu'il revienne. D'accord ? Donc là on met plutôt un operating model sur la base d'une ubérisation, c'est-à-dire je ne possède pas la capacité, comme on peut l'avoir dans les telcos où vraiment je possède le savoir-faire. Là je mets en contact l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir tracer le comportement du client et donc la donnée client. Merci. Et du coup, ça me permet de rebondir si on met en place ces écosystèmes et si c'est un des business models. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais probablement en fonction de la nature de l'activité de chacun. Samantha, vous qui suivez beaucoup les startups, du coup, est-ce que le rapport de force entre organisation et startup évolue avec cette donnée qu'on cherche à avoir, puisque les startups n'ont pas les données, mais c'est les entreprises classiques qui les ont, mais ont les outils d'exploitation et de valorisation. Donc comment est-ce que ça a fait évoluer ce rapport-là? Comment pouvez-vous partager votre expérience? Oui, effectivement, juste pour remettre dans le contexte, donc, nous sommes des acteurs de l'investissement, on investit dans les startups, B2B tech, et on a un volet big data, des sociétés effectivement qui ont ces outils, qui prennent la donnée qui ne leur appartiennent pas. Encore faut-il parler aussi des hackers de la donnée, parce que c'est un business model à part entière, des gens qui vont chercher de la donnée et qui revendent de manière à part entière. Nous, effectivement, on s'est focalisé sur ces acteurs qui vont prendre de la donnée chez les acteurs qui existent et qui vont la transformer, l'analyser, la digérer pour en ajouter toute la valeur et ce qu'attendent les grands corporates de ce monde, c'est-à-dire comprendre la donnée et pouvoir mettre de la valeur par-dessus. Quelques exemples, et je reviendrai sur votre question évidemment, mais c'est des exemples qui sont parlants. Et je reviens aussi sur un petit mot qui a été dit au début, à qui aide la donnée, en tout cas qui est le dernier qui va profiter de cette donnée. Il y a évidemment le client final, mais tout ceci n'est fait que pour le faire consommer plus. Vous l'avez nommé dans l'hôtellerie, donc il ne faut juste pas oublier que effectivement nous, ça nous permet de consommer mieux et peut-être de manière plus intelligente. On a eu des grands débats en tant qu'actionnaire de Criteo sur... les utilisateurs finaux c'est un peu comme Big Brother, c'est-à-dire on connaît toute leur historique sur Internet et comment les cibler au mieux et faire du retargeting. On a eu des grands enjeux sur à qui appartient la donnée et comment on peut utiliser ces données à des fins de consommation importantes. Quelques exemples pour montrer un peu le rapport de force, effectivement. Et vous parliez de la fraude, une société qui s'appelle Shift Technologies, vous avez peut-être entendu parler, qui fait de la détection de fraude à l'assurance. Ils sont focalisés dans l'assurance dans un premier temps, mais évidemment leur algo permet de faire bien mieux et bien plus. Évidemment la donnée ne leur appartient pas. Petit historique de cette société, c'était des jeunes gens sortis de Goldman Sachs. On leur avait donné un pont d'or pour qu'ils restent. Vraiment jeunes gens, ils avaient entre 25 et 30 ans. Et ils ont décidé de créer une start-up en étant persuadés qu'avec leur algo, ils allaient révolutionner le monde de l'assurance.
Ils sont arrivés avec un algorithme auprès des grandes assurances de ce monde, en leur disant, voilà, par contre, il nous faut juste votre donnée pour vous montrer que notre algo est extrêmement puissant et qu'on arrive à capitaliser sur votre donnée. Au début, on leur a ri au nez. Aujourd'hui, ils ont à peu près 70% de la donnée des assurances aujourd'hui. Et ils font gagner beaucoup, beaucoup d'argent à ces gens-là, évidemment. Donc oui, évidemment, il y a un rapport de force au début. Toutes ces sociétés n'existeraient pas si elles n'avaient pas la donnée et elle ne leur appartient pas à la base. On peut citer Shift Technology qui, effectivement, prend ces données des assurances et ajoute de la valeur par-dessus, et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et permet de capitaliser et de sortir, dans le cas de Shift Technology, savoir où sont ces réseaux de fraudeurs, etc., de manière extrêmement ciblée. Parce que pour une assurance, c'est très compliqué de dire à un client final qu'il est fraudeur s'il ne l'est pas, donc il ne faut vraiment pas se tromper, sinon évidemment on le perd. Et derrière, il y a des enjeux colossaux financiers qui sont autour de ça. Criteo est un exemple, évidemment. Nous sommes investisseurs, on a été investisseurs, on est sorti récemment post-IPO. Criteo n'existe pas s'ils n'ont pas la donnée des e-commerçants. Ce qui a été très compliqué aussi pour Criteo, tout le monde en entend parler aujourd'hui et ça a été une success story française qui a été cotée au Nasdaq. Au début, ils sont arrivés avec un produit en disant donnez-moi votre donnée historique de votre... donc ils ont été voir les e-commerçants, donnez-moi votre clé de vos données historiques et les habitudes de consommation de vos clients. Et puis je vais vous dire un peu comme ce que faisait Amazon et ce que fait Amazon aujourd'hui. S'ils ont acheté ça, ils achèteront ça. Pareil, les e-commerçants leur ont ri au nez. À l'époque, il était inconcevable pour un e-commerçant de donner ses données, de partager ses données. Ils ont dû changer effectivement 3 fois de business model pour arriver au business model qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire prendre le risque d'acheter de l'espace, de mettre de la publicité retargetée et de partager la perf avec les e-commerçants, parce qu'effectivement, ils ne voulaient pas partager leurs données au début. Donc c'est des exemples extrêmement parlants de startups qui effectivement n'existent pas sans cette donnée-là. Cette donnée ne leur appartient pas et qui un jour changent le rapport de force parce qu'elles apportent beaucoup plus de valeur ajoutée que la donnée elle-même, qui est effectivement de l'or en barre pour ces acteurs-là, mais qui parfois ne savent pas l'analyser, la digérer, la structurer pour ajouter de la valeur. Et effectivement, les sociétés dans lesquelles on investit, on peut citer aussi TinyClues qui fait de l'analyse prédictive de données. Donc typiquement, ils prennent toutes les données. Aujourd'hui, c'est possible. Les e-commerçants aussi, il a fallu un temps de maturation et d'évangélisation des acteurs du e-commerce et tous les segments et tous les pans de l'industrie pour partager la donnée. Aujourd'hui, ce que fait un TinyClues, il dit donnez-moi votre donnée, je vais effectivement analyser les habitudes de consommation de vos clients sur votre site et je vais pouvoir dire des choses aussi absurdes que il a acheté un Ted Perry, il est vraisemblablement possible à X% qu'il achète un barbecue. Donc arrête de l'abreuver en newsletter en lui envoyant le dernier KitchenAid parce que tu as eu une promo et que voilà. Fais de l'analyse et du CRM ciblé et ils ont effectivement un algorithme qui marche là-dessus sur des acteurs du e-commerce qui ont une profondeur de catalogue telle qu'ils peuvent faire ce genre de connexion-là. Donc oui, évidemment, il y a un rapport de force qui est indéniable au début. Nous, on subit, on investit au début en plus, donc on est des acteurs de l'investissement, on investit vraiment à des phases très en amont des sociétés, en seed et early stage. On va même chercher des sociétés sorties de labo avec des technologies et on essaye d'aider et d'accompagner l'entrepreneur pour mettre un produit commercialisable sur un marché et de répondre à des vrais besoins clients. Donc on subit un peu ce rapport de force du début. Il n'empêche qu'à un moment, le rapport de force s'inverse. Aujourd'hui, Criteo a assez de données pour faire non plus du retargeting, mais du targeting. Donc maintenant, la donnée, effectivement, comme ils ont créé de la valeur on top de cette donnée-là, et que c'est de la nouvelle donnée, ils peuvent dire, vous avez acheté ça, vous achèterez ça, mais en plus, on sait qui vous êtes, et vous achèterez ça vraisemblablement. Donc tous ces acteurs-là, il y a un moment où si effectivement leur algo est extrêmement pertinent et apporte beaucoup de valeur, normalement, cette tendance est censée s'inverser. Moi, je vais réagir sur le point que vous mentionniez au début, qui est finalement l'utilisation de la donnée et puis la peur assez naturelle que l'on peut avoir de l'exploitation des données des clients. Je pense que c'est pour ça que, alors évidemment, comme tous les acteurs, on a une activité autour de la CNIL,
une activité juridique et de sécurité, mais on a introduit au cours de l'année une activité éthique. L'éthique de la donnée m'importe particulièrement parce qu'à la fin, il restera presque que ça. La technologie va permettre de tout faire. Le contexte légal et réglementaire sera ce qu'il est, mais l'éthique de la donnée est essentielle. Et donc, il est important que les data scientists, peut-être vous dans la salle, vous soyez aussi conscients qu'à un moment, vous avez entre vous des éléments qui sont potentiellement, qui peuvent être dangereux pour les clients en fait, et donc qui sont négatifs pour les clients. Et si je reviens à l'algorithme de la fraude, et je vous redonne la parole, Nan, l'algorithme fraude dont je parlais tout à l'heure, il n'automatise pas le fraudeur, il automatise les accords. Donc là où l'algorithme dit je pense qu'il est fraudeur, il va laisser ça à un traitement humain qui va analyser des factures, des pièces complémentaires, comme ça peut arriver dans n'importe quelle activité. Mais voilà, on a bien un algorithme qui dit s'il n'est pas fraudeur, alors automatiquement je lui donne accès au service de Bouygues Telecom. S'il y a un doute, puisque l'algorithme est là pour essayer de lever le doute, s'il y a un doute, c'est transmis à l'humain. Et je pense que c'est important que collectivement on comprenne ça dans l'utilisation des données qu'on va faire aujourd'hui et qu'on fera demain. Merci. Christine, du coup, on dit que les startups font partie maintenant de l'environnement, enfin de plus en plus, notamment sur des sujets big data de l'environnement des grandes entreprises. Est-ce que c'est un moyen d'arriver à faire des projets big data qui fonctionnent ou il y a d'autres axes à regarder quand on veut tirer de la valeur du big data ? Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre à votre question, je rebondirai aussi sur un point autour de la valorisation. Parce que je pense que c'est un point primordial. On regarde Instagram qui a été vendu près d'1 milliard de dollars, alors qu'en termes de nombre de personnes et de revenus, ils étaient vraiment marginaux. On voit bien que ce qu'on a valorisé, c'est l'accès aux clients, c'est donc la donnée, c'est donc leur base de données, même si elle est dans le cloud. Donc il y a vraiment un vrai enjeu de valorisation et un enjeu de valorisation aujourd'hui que l'on voit prise en compte par les analystes financiers, puisque si historiquement on regardait surtout la valeur de la marque, une marque est vraiment valorisée, mon share price va croître. Maintenant, on regarde aussi si une société est capable d'avoir l'IP de sa donnée et être capable d'exploiter sa donnée. Et à la fin, l'action va effectivement être impactée à la hausse si cette société est capable de démontrer sa capacité à maîtriser la donnée. Donc effectivement, en termes de retour sur investissement et de performance, alors il faut savoir que des pilotes, on en voit partout, alors dans les startups, mais aussi dans les grands groupes pour lesquels nous travaillons. En moyenne, on va dire un projet sur 5, allez, on va dire un pilote big data sur 5 ou analytique sur 5 n'est pas industrialisé. C'est-à-dire on essaye, ça ne marche pas. Voilà, on va faire autre chose. On fait un modèle, ça ne marche pas, c'est pas concluant, on fait autre chose. Donc il faut savoir qu'il n'y en a qu'un sur 5 qui va être industrialisé. Donc on peut se poser la question aujourd'hui pour que le big data soit performant, c'est quelles sont en fait les clés de succès pour passer à la phase d'industrialisation. Donc les clés de succès, je vais en évoquer certaines avec vous, puisque nous les mettons en œuvre chez Accenture avec nos clients. Donc les clés de succès de la performance, c'est premièrement, lorsque je fais du big data et de l'analytique, il ne faut pas que je travaille d'une manière séquentielle. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un modèle et demain faire un autre modèle si ça ne marche pas et après-demain faire un troisième modèle parce que ça ne marche pas, parce que ça va prendre trop de temps. Donc il faut commencer à mettre en place ce que j'appelle Data Lab. Je pense que vous l'avez fait aussi chez Bouygues Telecom, des data labs pour pouvoir paralléliser la modélisation et paralléliser ce processus de test and trial. Puisqu'en fait, dans la big data, on ne va pas commencer à industrialiser le premier jour. On a une phase un peu d'incubation à l'interne qui permet de voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, premier critère, c'est la mise en place de data lab. Data lab qui nécessite beaucoup de statisticiens. Donc,
peut-être beaucoup d'entre vous, puisqu'effectivement, il y a un vrai besoin sur le marché, et ça, quelles que soient les industries. Alors, encore une fois, soit en business model d'internalisation, soit en business model d'externalisation, il y a un vrai besoin de création de data lab sur l'ensemble des industries. Le deuxième facteur clé de succès, c'est effectivement le fait de casser les silos. Je vais prendre l'exemple, on a parlé d'une société d'assurance, mais aussi dans le domaine bancaire. Historiquement, les banques sont plutôt organisées par silos. C'est-à-dire, je vais avoir la partie investissement, je vais avoir la partie private banking, je vais avoir la partie plutôt épargne, etc. Et donc, en général, les statisticiens sont déployés par business unit. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, grâce au big data, que ces silos se cassent. C'est-à-dire qu'on commence à créer ce qu'on appelle des data hubs qui permettent en fait à une personne qui fait du big data et des statistiques de travailler sur différentes problématiques. Et n'être pas uniquement spécialisé sur de la fraude prédictive, mais aussi travailler sur d'autres sujets pour pouvoir justement nourrir sa capacité à être beaucoup plus pertinent sur l'utilisation de la donnée qui elle-même se veut de plus en plus transverse. Donc ça, c'est un deuxième phénomène. Et je dirais un troisième, c'est l'émergence de nouveaux métiers. On voit des chief data scientist officer, donc des postes très très seniors qui pilotent la data. Dans certaines industries, ce sont des postes qui n'existaient pas avant. On voit des chief data scientists aussi qui émergent, pas simplement en France, mais aussi à l'échelle internationale. Donc on voit, on va dire, des nouveaux métiers qui combinent pas simplement la statistique, mais aussi trois choses. Un, la statistique, la connaissance de la donnée et aussi la connaissance de l'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire ? Et aujourd'hui, sur le marché, je pense que les talents qui sont capables de combiner cette connaissance donc, de l'algorithme, on en parlait tout à l'heure, de la modélisation, donc la statistique, la connaissance de la data, d'où viennent les data, comment je vais les chercher, auprès de quel fournisseur, est-ce que je vais utiliser du Criteo, etc. La connaissance de l'écosystème de la data et aussi la connaissance de l'usage, qu'est-ce que je vais en faire ? Je pense que c'est des talents qui réussiront demain sur le marché. Je pense qu'on n'a pas obligatoirement besoin non plus de la connaissance technique, parce que je veux dire, le big data, c'est pas un sujet technique. Enfin, la technologie, entre guillemets, c'est facile dans ce domaine. On les met dans le cloud. Le stockage de la donnée aujourd'hui est relativement facile. Il y a beaucoup de technologies sur le marché qui permettent, que ce soit du Adobe ou autre, du Hadoop, qui permettent de performer. Je dirais que voilà, la technologie est un faux problème dans le monde du big data. Par contre, le mariage des trois éléments, la donnée, la modélisation et l'usage, qu'est-ce que je vais en faire ? Je pense que ce sont les talents de demain qui seront nécessaires dans les entreprises, dans les startups et dans les grands groupes de conseil que nous avons. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce point. En retour d'expérience, c'était effectivement très pertinent sur les éléments que vous avez mentionnés. Nous, on a trouvé deux autres facteurs de succès. Alors, on apprend tous. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité dans ce domaine-là. Le métier, c'est-à-dire celui qui a besoin qui émet le besoin, une direction marketing, une direction digitale ou une direction du réseau qui veut faire par exemple du predictive asset management, on a besoin de les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une structure projet, parce que eux connaissent parfaitement leurs besoins, ont compris, alors pour nous ils sont plutôt ingénieurs, donc ils ont quand même compris que les données pouvaient servir à quelque chose, mais néanmoins ils ne savent pas l'exprimer correctement. Et afin de soulager le travail des data scientists ou des data analystes, on a besoin de cet accompagnement. Donc l'accompagnement et finalement la combinaison entre le métier et le data analyst ou scientiste, pour nous, est essentielle et est assurée par une fonction projet. La seconde, alors je m'inscris un tout petit peu en faux sur c'est facile, la partie architecture des données, c'est simple. C'est pas si simple que ça quand on a beaucoup de données très diverses. Et voilà, nous on a finalement démarré doucement, mais on a commencé par resiloter nos données dans des clusters. Donc désormais on est en mode data lake, il faut qu'on mette en place un bus. Donc on a un bus d'alimentation Kafka qui se met en place. Donc c'est des problématiques. Il y a des problématiques IT qui sont réelles, qui sont probablement sur lesquelles il y a des sujets d'exploitation et de tuning des clusters.
des couches qui vont au-dessus d'Hadoop, comme du Cloudera. Donc ça demande des expertises, des métiers nouveaux, je ne saurais pas dire, mais des expertises assez pointues pour s'assurer finalement que, à la fin, comme il y a 20 ans, il faut quand même que les analystes de la donnée, ici qu'on appelle les scientistes, mais ils aient des données assez propres, qui sont connues et dont la qualité est garantie afin qu'elles s'industrialisent correctement. Donc voilà, on a bien ce sujet. Nous, on a aussi une grosse interaction entre nos équipes de data scientists dans le data lab ou la data factory, parce qu'on commence à l'appeler comme ça, parce qu'il y a un petit peu d'industrialisation, entre la data factory et l'IT. Tout à fait. Alors effectivement, on va dire pendant longtemps, les complexités IT qu'on voyait étaient autour de qu'est-ce que je dois stocker comme données, est-ce que je dois garder mon historique ou pas, parce que le stockage coûtait très cher, n'était pas simple à faire. Une base de données CRM, est-ce qu'elles sont obsolètes et autres. Et je dirais qu'aujourd'hui, voilà, avec les nouvelles technologies du big data, la chance est qu'on n'a plus cette problématique, on va dire, de stockage. Mais effectivement, on en a d'autres qui apparaissent, et notamment les autres problématiques qui arrivent aussi, c'est autour de l'identifiant unique, notamment dans des industries qui ont besoin d'être en multicanal. C'est comment reconnaître la personne qui est sur Internet par rapport à celle qui va appeler le centre d'appel et celle qui va venir dans ma boutique. Est-ce que c'est la même? Elle a 3 adresses e-mail, 3 numéros de téléphone, etc. Donc la vraie problématique d'identifiant unique devient un des problèmes aujourd'hui inhérents au big data qu'on doit aborder. Je voudrais aborder un dernier sujet puisque l'heure tourne. Quand on parle donc de valorisation des données grâce à la technologie et à qui appartient le big data, on entend parler de plus en plus d'ouverture des données, accès libre en open data, et puis on entend aussi l'évolution de business model qui tire profit de la vente de données. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Samantha, si vous voulez commencer. Voilà, est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre? Est-ce qu'il y a un sujet d'éthique derrière ou pas? Ou finalement, tout cela devrait pouvoir cohabiter en fonction des usages et toujours dans le respect notamment de l'utilisation des données personnelles? Alors, il y a effectivement, je pense qu'on pourrait débattre longuement sur ces sujets-là. Ce qu'il faut bien différencier, c'est la first party, de la second party et de la third party data. La first party, c'est effectivement toute la donnée, par exemple, que vous avez, que vous pouvez analyser, etc. La second party, c'est toutes ces données extérieures qui vont venir valoriser la first party data. Typiquement... je vais vous citer une société qui s'appelle Climpact, qui fait de l'analyse de données à destination des grands distributeurs. Ils sont capables de leur dire, d'anticiper les ventes des grands distributeurs de ce monde-là ou des marques en direct chez les grands distributeurs. De dire voilà, il va falloir que tu vendes un peu plus de glace à ce moment-là et un peu plus d'eau à ce moment-là avec des pics, etc. Ils viennent prendre les données du consommateur, enfin pas du consommateur, mais des ventes, et prendre du données de la climato-dépendance, parce que c'est donc des gens qui s'intéressent à la climato-dépendance de ces métiers-là. Et du coup, ils prennent des first party data avec des second party data et ils viennent apporter de la valeur par-dessus, on top of ça. Et effectivement, il y a la third party data, celle qui est vendue, dont on peut parler. À la fin des fins, on parle effectivement du consommateur, du client final. Il y a toute cette question de est-ce qu'on doit partager cette donnée et qu'est-ce qu'on doit en faire. Il y en a qui la vendent, il y en a qui l'utilisent à des fins de transformation, il y en a qui font les deux. Nous, on est partisans effectivement de rajouter de la valeur on top of that et pas de la vendre, mais il y a effectivement des data marketplaces qui existent aujourd'hui, qui sont des gens qui vont hacker de la donnée et qui vont la revendre par ailleurs. Et il y a des gens qui sont là pour l'acheter et ajouter de la valeur on top of that. Je reste persuadée qu'à la fin des fins, c'est de l'humain. Et qu'a priori, on parle de nos données à nous, c'est-à-dire qui vous êtes, quel poids vous faites, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous mangez, et que du coup, elle doit appartenir à tout le monde, et qu'a priori, ces business qui ont existé pendant longtemps et qui existent encore de vente de données sont, à mon sens, des business un peu obsolètes, parce que, encore une fois, même si cette donnée, c'est cette donnée qui est la clé, n'a de sens que si derrière ça, on ajoute de la technologie, de l'algorithmie, du calcul, de la statistique, pour en faire une donnée pour satisfaire le client final, parce qu'effectivement, il va mieux consommer, et pour
impliquer de meilleurs PNL, soit sur de la top line parce qu'on va faire plus de chiffre d'affaires grâce à ces outils-là, soit on va réduire nos charges dans le cadre de la détection de fraude typiquement. Donc moi, en tout cas, les business dans lesquels on investit et ceux qu'on regarde plus spécifiquement, c'est des business qui vont ajouter de la valeur à la donnée et qui vont la déstructurer et pour en créer toute l'essence. Tout à fait. Et je compléterai, l'exemple de Climpact est extraordinaire. Ouais. Climpact travaille notamment pour le groupe Carrefour, que vous connaissez tous. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend les données de weather, de temps, de Climpact, qu'on vient croiser avec des données de géolocalisation. Par exemple, je prends le cas de la glace. Il va commencer à faire chaud et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de population dans le sud de la France parce que c'est l'été, les gens sont en vacances. On va croiser avec des données Mico à une offre promotionnelle à ce moment-là dans le sud de la France. Voilà. Donc un ensemble de données qu'on met ensemble, on fait de la modélisation. Et grâce à ça, le groupe Carrefour, puisque c'est un exemple sur la très top line, concret, bien sûr. le groupe Carrefour a 2 avantages. Un, il évite la rupture de stock dans les magasins parce qu'ils ont été capables de prévoir que les glaces Mico vont être disponibles au Carrefour de Nice au bon moment, au moment de la promo. Donc, ils vont éviter les ruptures de stock. Et puis 2, donc, en termes d'inventaire, stockage, etc., enfin, vous imaginez les gains. Et puis surtout, augmenter leurs ventes à l'issue de cet exemple. Il y a toujours des velléités d'augmentation d'une top line dans un PNL et ou de réduction de charges. Et c'est là-dessus que travaillent toutes ces startups-là, en tout cas celles dans lesquelles on investit. Et qui sont intéressantes à des fins économiques, financières et de bien-être général, parce qu'à la fin des fins, effectivement, on consomme mieux et le consommateur sera ravi de trouver sa glace Mico, donc tout le monde est content. Tout le monde gagne au bout du compte, même si la donnée a été objet de business à un moment donné. Chez Bouygues Telecom, il ne nous reste que quelques minutes, mais peut-être vous avez fait le choix, je crois, entre ouvrir ces données ou les vendre. Alors déjà l'open data, c'est pas un sujet éthique. L'open data, c'est le fait de mettre à disposition gratuitement des données. Donc c'est pas nécessaire. C'est pas le sujet éthique, c'est ce que nos clients doivent pouvoir dire qu'ils ne veulent pas qu'on utilise leurs données. C'est déjà possible, hein, Stop Analyse par exemple. Les réglementations européennes qui arrivent viendra renforcer ça et c'est tout à fait naturel et c'est des projets d'entreprise que toutes les entreprises de la data doivent affronter au sens où c'est des projets complexes de transformation eux-mêmes. Donc le client peut avoir accès aux données et Bouygues Telecom ne vend pas les données unitaires de ses clients. On a une activité de monétisation de nos données qui doit représenter 10% des projets, hein, c'est-à-dire que c'est pas le business de Bouygues Telecom, c'est pas avec le big data, c'est pas de revendre des données, c'est ce que je vous ai présenté au début, c'est de transformer l'entreprise et de la rendre plus efficiente afin que le client soit davantage satisfait et qu'on soit plus compétitif sur le marché à la fin et qu'on crée plus de valeur. Mais créer de la valeur intrinsèquement par la revente de données, c'est quelque chose qui n'a pas aujourd'hui percuté chez nous comme un business significatif. Néanmoins, ça nous a permis d'apprendre. Les premières équipes du Data Lab de Bouygues Telecom, il y a déjà plus de 2 ans, ont commencé sur ces activités-là, sur l'activité de monétisation, parce que on détient néanmoins une information qui, lorsqu'elle est agrégée, est intéressante pour des acteurs du transport, du tourisme, du retail, par exemple, qui sont les flux de population, les déplacements de population et les cartes de chaleur. Alors, évidemment, rien n'est recoupable tout est anonymisé. Là-dessus, on le fait bien évidemment. Donc, on est sur des flux massifs. Voilà, ça représente un petit peu d'argent, mais c'est pas là que je pense qu'est la valeur. En tout cas pour nous, il y a des acteurs, notamment aux États-Unis, et je conclurai par ça. Il y a des acteurs qui se positionnent. Verizon, par exemple, qui est un gros acteur US, qui est très intéressant parce que lui en fait vraiment un business de développement autour de la tech, donc de la localisation et de la proposition de valeur localisée. J'aurais tendance à dire, mais peut-être que je ne suis pas encore assez mature pour ça, mais j'aurais tendance à dire qu'on n'y est pas encore en France. Ça arrivera peut-être, mais on a encore des étapes à franchir et les Américains ont une liberté d'utilisation des données qui n'est pas celle en France, je dirais bien heureusement. Et effectivement, je pense que les grands groupes ne vont pas se diriger obligatoirement vers la monétisation de la donnée, mais plus de la monétisation de l'insight, c'est-à-dire de l'enseignement. Par contre, où il y a une opportunité,
Moi, je pense qu'il y a une opportunité de monétisation de votre donnée individuelle, mais c'est vous qui la monétisez. Ce ne sera pas les grands groupes. C'est-à-dire, exemple, il faut qu'il y ait une mise en place d'un win-win pour que vous puissiez rentrer vos données personnelles sur un site Internet. Si vous n'avez rien en retour, vous n'allez pas rentrer vos données. Et je pense qu'on va voir de plus en plus un mouvement où chaque individu, lui, pourra monétiser. Alors monétiser, c'est valoriser, mais valoriser sa donnée personnelle qui pourront être utilisées par les grands groupes individuellement. Très bien, bien. Merci à tous les trois pour ces exemples, ces retours d'expérience. On a peu de temps pour prendre quelques questions, mais peut-être une ou deux s'il y en a dans la salle. Merci beaucoup pour ces informations et cette discussion. J'ai une question un peu générique. En fait, on parle de qui appartient les data. On a abordé juste sur la fin la question de est-ce qu'un individu peut donner accès à sa donnée. Ça veut dire qu'on doit développer de nouveaux types de licences en se disant que chaque individu peut donner une licence d'utilisation de ses données. Dans ce cas, il peut éventuellement la monnayer. Dans l'exemple, par exemple, de Criteo, finalement, la boîte a utilisé des données qui ne lui appartenaient pas, a développé un savoir-faire et renvoie les données peut-être à l'utilisateur. Donc là aussi, est-ce qu'il y a eu un système de licence? Et on va se retrouver dans ce cas avec une espèce de pelote juridique à démêler pour savoir ensuite comment la licence se propage une fois que toutes les données sont combinées. Aujourd'hui, vous avez le choix. Criteo, on a eu le sujet pendant très longtemps des cookies. Pourquoi sont arrivés les cookies? À cause de Criteo. C'est-à-dire que vous avez le choix d'effacer l'historique de vos cookies aujourd'hui qui ne permettrait pas à un Criteo bis de vous suivre dans tout votre parcours sur Internet et du coup de ne pas vous retargeter sur des ads chez les médias &co. Donc vous avez le choix aujourd'hui de la monétiser, cette donnée. Après, par exemple, si vous ne voulez pas que votre donnée soit monétisée sur Facebook, j'ai envie de dire, soit vous en donnez le moins possible de données personnelles sur Facebook, soit vous n'y êtes pas du tout. Donc il y a un choix aujourd'hui, alors qui n'est pas si évident que ça, parce qu'à la fin des fins, on a quand même un peu envie d'être sur Facebook et on ne pense pas tous les jours à effacer nos cookies. Après, est-ce qu'on va aller vers un modèle à individuellement, est-ce que je vais pouvoir monétiser mes données? C'est effectivement le sens de l'histoire, parce qu'on a envie de se dire qu'on est propriétaire de sa donnée. Mais tous les jours, vous avez le choix de la donner ou pas, parce qu'on est assez au fait, et surtout dans ces microcosmes, on est assez au fait de la donnée. On est sur un événement sur la big data, donc je pense que tout le monde est au fait de ça. Aujourd'hui, on est au fait qu'un Google, qu'un Facebook, que les grands de ce monde technologique, qu'un Criteo, évidemment, vient prendre votre donnée, vient l'enrichir et la monétise derrière. Et vous avez le choix aujourd'hui de le faire ou pas. C'est un peu complexe et c'est peut-être un peu technique pour le commun des mortels, mais on peut le faire. Mais dans ce cas, moi, je pourrais demander à Bouygues de me donner toutes mes données et qu'ensuite, j'aille les vendre à quelqu'un d'autre, par exemple. Si les données m'appartiennent effectivement, toutes les traces que je laisse auprès de tous mes fournisseurs de services téléphoniques, EDF, est-ce que je peux demander toutes ces données, ensuite les compiler, les vendre à quelqu'un d'autre? Je pense qu'il n'y a pas encore ce business model, en fait. C'est peut-être une idée de start-up intéressante. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est une relation entre l'individu, le client d'une entreprise, et l'entreprise elle-même. Vous pouvez écrire à Bouygues Télécom, comme toutes les entreprises, pour lui demander d'arrêter de mener des analyses sur ces données ou de vous confier l'ensemble des données dont on dispose sur vous. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, le système français étant ce qu'il est, c'est le législateur qui va s'imposer d'abord au client. Le libre arbitre, c'est pas vraiment l'esprit français. Donc on va avoir une première étape dans laquelle la protection des données personnelles avec la directive européenne va amener davantage de contraintes pour les exploitants de données que nous sommes, notamment à des fins de profilage, ce qui est probablement une très bonne chose. Après, ce que vous dites finalement, c'est le client qui est d'abord au centre de sa donnée avec l'ensemble des acteurs du service digital, opérateurs de télécom, EDF ou Carrefour, et qu'il la monétise. Je pense que c'est pas dans ce sens-là aujourd'hui que va l'ensemble de la législation. Après, je ne préjuge pas de la suite. Après, on voit dans les tendances clients et consommateurs, on voit deux tendances. Le consommateur, vous voulez de plus en plus contrôler votre donnée personnelle. Et on le voit. Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de switch de Facebook vers Instagram? C'est parce que l'information, les vidéos, etc. vont disparaître à un instant T. Donc, la volonté de contrôler, donc qui va voir ma donnée? Et deux, à quel horizon de temps?
C'est-à-dire que je veux que ma donnée soit disponible dans le temps et dans l'espace et je veux garder le contrôle de ça. Je veux que ça soit disponible auprès de 4 interlocuteurs et sur 3 mois, pas plus. Et je pense que demain, les annonceurs ou les sociétés qui travaillent dans le CRM sont capables de garantir cette caution, de dire voilà, je prends ta donnée, elle ne sera pas partagée avec d'autres prestataires et je la garde pour mes utilisations propres pendant tel horizon de temps. Elle gagnera la confiance du consommateur qui lui-même sera capable de valoriser, de partager sa donnée parce qu'il y aura une promesse qui rassurera les milliards d'utilisateurs d'Internet et qui aujourd'hui effectivement donnent leurs données ou en tout cas valorisent à leur manière leurs données de plus en plus. Bonjour, merci pour cette intervention. J'avais plus une question par rapport au domaine de la e-santé, qui est un domaine qui se développe de plus en plus. Et ça tient, ma question porte plus sur la protection des données dont vous parliez à l'instant, sur des maladies qui sont relativement, on voit éventuellement de plus en plus d'objets connectés qui collectent des données sur les patients, par exemple sur des données cardiaques, des choses comme ça. Et certaines maladies sont sur le long terme. Donc, est-ce que justement, il n'y a pas une difficulté par rapport justement à la durée de traitement des données dont vous parliez tout à l'heure, de priver quelque part le patient de traitements qui sont en général relativement longs et enfin, je sais pas si je suis non, c'est un bon sujet, le sujet de la donnée dans la santé. Alors, il faut savoir qu'il y a certains pays qui sont beaucoup plus avancés que la France sur les données. Je sais qu'en France, on a Terre Santé, on a essayé de travailler sur le dossier médical partagé, qui est très, très important. Être capable de dire, voilà, je vais voir un médecin aujourd'hui, un autre médecin demain, et je vais avoir des médicaments qui sont potentiellement conflictuels et donc qui vont endommager ma santé. Il y a des recherches sur des maladies rares qui peuvent être améliorées grâce à un partage de données confidentielles. Donc effectivement, il y a énormément de choses à faire dans le domaine de la santé. D'ailleurs, pour information, le premier sujet de recherche sur Google, aujourd'hui, c'est la santé. Oui, je sais. Donc c'est le premier sujet où effectivement, on est de plus en plus à même de chercher de la donnée et de donner de la donnée. Alors il y a d'autres pays qui moi je trouve, qui sont notamment la Finlande, où ils ont mis en place, avec historiquement une start-up d'ailleurs qui s'appelle Epic, qui est maintenant plus importante. Elle a une plateforme intéressante de données spécialisées sur la santé et qui est capable de mettre en relation tous les acteurs de l'écosystème de la santé autour de la donnée du patient, avec un objectif simple, pas simplement réduire le coût de la sécurité sociale, mais un objectif qui accessoirement va aider, mais aussi d'avoir un suivi du patient et lui apporter le meilleur soin, que ce soit de la R&D pour les maladies complexes, jusqu'au traitement et au suivi pour éviter les récidives dans le domaine de la santé. Et actuellement, ils sont en train de mettre en place aussi du prédictif, justement. Oui. Ça commence à venir. Le prédictif pour, par exemple, éviter les risques cardiaques ou des choses comme ça qui sont en train de... Ça arrive doucement dans... Oui, et avec les objets connectés, en plus, le prédictif pour les sujets cardiaques les objets connectés ont effectivement un rôle aussi dans le prédictif du cardiaque, oui. Absolument. Et les Google Glass aussi, le fait que le chirurgien puisse également opérer à distance grâce à des Google Glass, il y a des choses magnifiques dans la santé. Ouais. Merci beaucoup à vous trois et... J'aurais juste une petite question très courte. Je vais me faire taper sur les doigts par Michel, moi. J'ai une question par rapport au Data Hub dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé aussi de profils orientés analytiques et d'autres plus, du coup, direction et gestion de projets agiles. Parce qu'effectivement, ce sont des projets, donc il faut quand même des gens qui gèrent ces projets. Sur les Data Hub, on met qui ? Est-ce qu'on met exclusivement des personnes qui ont un profil d'analyste ou de data scientist ? Où on met plutôt un directeur de projet qui a des compétences. Voilà, donc c'est ce type de questions que je me pose. Sur ces postes, entre guillemets, stratégiques, on met qui exactement comme profil ? Alors moi, je vais vous donner différents modèles et votre expérience est intéressante aussi. J'ai tout vu. Enfin, tout a été testé, d'accord ? Parce que à la fin, ça dépend aussi de l'individu. C'est pas simplement une fonction. Est-ce que je mets un patron de l'IT? Est-ce que je mets un patron du marketing? Est-ce que je mets un patron de la supply chain? Il n'y a pas que la fonction, il y a aussi l'individu. Premier point, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de travailler avec des multicompétences. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, dans un data hub, je ne vais pas mettre que des statisticiens. Il
y a des statisticiens, connaissance de l'usage, connaissance de la data, et puis éventuellement informatique si on a des complexités effectivement à ce sujet-là. Donc c'est le mouton à 5 pattes. Hein. Voilà. Donc quelqu'un qui humainement est capable de gérer cette complexité humaine, hein, premier point. Et deuxième point qui est aussi important, c'est le reporting hiérarchique. D'accord. C'est est-ce que le Data Hub reporte à l'IT ou reporte au marketing ou reporte à la direction générale ou c'est plutôt ça, je dirais, qu'il faut regarder plutôt que la fonction elle-même. Parce qu'en fonction des industries, soit c'est un expert IT, soit c'est un expert data, soit c'est un expert qui vient de l'insight, qui vient des études. D'accord ? Donc on voit plusieurs cas de figure en termes, on va dire, de fonction. Ce qui est important pour moi, c'est la personnalité et puis le reporting hiérarchique. D'accord. Donc en fait, au final, on prend quand même quelqu'un de technique qu'on transforme en chef de projet ou en directeur de projet, ou c'est plutôt l'inverse, on prend un directeur de projet qui a, on va dire, un vernis technique suffisant pour discuter avec ces différents profils. C'est vraiment la question que je me pose parce que, me semble-t-il, la direction de projet, c'est un métier à part entière. Et le data scientisme et le data analyse, les analystes, ce sont un autre métier. C'est deux choses complètement différentes. Je crois que le temps file. On pourra continuer la conversation après. Une réponse très rapide. En fait, nous, on a mixé. Donc, on a la Data Factory ou Hub, whatever. Elle reporte à la direction générale. Et elle mixe 3 profils. Un chef de projet, un data engineer qui prépare la donnée et qui saura l'exploiter ensuite, et un scientiste ou un analyste, selon la profondeur dont on a besoin d'exploiter la donnée. Voilà, merci à tous. Merci.